Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ok les politiques, nous autres les Français, on veut bien se faire taper sur les doigts parce qu'on serait trop absent au travail. Mais vous les politiques, vous allez en faire des efforts? Il n'a voté qu'une seule fois, François. Donc on a 2000 votes au cours de, par exemple, la semaine que va durer l'examen de la loi. La Macronie et les amis de M. Wauquiez, les députés républicains, sont en train de saboter le budget. Ils ne sont pas là. Nous ici on vote n'importe quand. Du coup ça fait des votes sur des amendements importants qui se passent au milieu de la nuit. Donc les gens ne comprennent pas, en plus ça n'a pas de sens, mais c'est vrai que ça n'a pas de sens. Pour rappel, Hollande touche dans les 15 000 € par mois entre ses différentes retraites et son job de député. Et François Hollande, un député peu assidu depuis son élection à l'Assemblée nationale. L'ancien chef de l'État n'a voté qu'une seule fois en 3 mois et demi à l'Assemblée comme au Parlement européen. Les images de vote par des hémicycles quasi vides provoquent souvent des consternations. Alors parlons vrai, est-ce que l'absentéisme est un des carburants de l'antiparlementarisme? Est-ce que finalement la fin du cumul des mandats n'a pas apporté les résultats espérés en termes de présence? Et à cette question, faut-il imposer un nombre minimal de votes aux parlementaires? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et exceptionnellement, je vais commencer par Françoise, parce que vous avez râlé, vous, sur les réseaux sociaux. J'ai râlé beaucoup. Ouais. Pourtant, François Hollande est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais j'aimerais bien qu'il s'occupe plus du combat parlementaire et du combat sur le budget. D'ailleurs, hier, peut-être qu'il nous a entendus parce qu'on a été assez nombreux à râler. Il est intervenu, comme par miracle. C'est la première fois hier qu'il est intervenu pour parler. C'est l'effet vraie voix. C'est l'effet vrai. Enfin, en tout cas, c'est l'effet. Réaction. Action, réaction. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a encore m'emmerdé là de Gouin? Il n'y a pas que moi. On était assez nombreux à dire, écoutez, c'est pas possible, c'est le primus inter pares. C'est quand même le premier d'entre nous. Et c'est donc à lui de donner l'exemple. Il a complètement déserté l'hémicycle. Je voudrais qu'il fasse ça plutôt que de s'occuper du Parti Socialiste. J'aimerais bien qu'on ne pense pas à un moment donné que François Hollande, ces 5 ans d'Élysée n'ont été qu'une parenthèse sur son job préféré, premier secrétaire. Qu'il foute la paix aux gens qui gèrent le Parti Socialiste, qu'il laisse les choses se dérouler. Il y en a marre de ça. Je préférerais l'entendre parce que quand il intervient, il est extraordinairement intelligent. De là à être comme un mini tyran de Philippe David, dont on peut remercier chaque jour le ciel qu'il ne soit jamais aux commandes d'un pays, parce que lui, c'est tout de suite la schlag. On punit, on expulse, etc. Est-ce que on doit... on ferait deux. Oui. Mais d'abord, sur Merci Philippe. 3. je termine juste pour dire que sur ce que touche François Hollande, pardonnez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que raconte cette journaliste, mais on sait que c'est écrété à un moment donné. Tout ne se cumule pas. Hein. Ouais, vous ne bien pouvez sûr. pas cumuler. Il y a un maxi. Il y a un maxi. Mais il y a c'est un pas une écrétage. question d'argent, c'est une question d'engagement, en fait. C'est une question de principe. Ok, il n'a pas voté. De là à sanctionner, je trouve ça c'est très compliqué. Absolument. Comment vous allez séparer le bon grain de livret? Je ne sais pas comment vous allez faire. Mais par contre, Non, mais François Hollande, si tu nous entends, s'il te plaît, ressaisis-toi. Eh ben, il tu est là. portes Il est là, l'imam. ça y est. Salut François. Voilà. Philippe Billiger. Non, mais je comprends qu'on puisse évidemment dénoncer l'absentéisme politique, même si Frédéric l'a un peu dit tout à l'heure, il ne travaille pas que dans l'hémicycle. Il y a des choses qui se déroulent, Beaucoup en qui commission. montrent leur responsabilité. Mais je finis en rejoignant Françoise, on ne va pas faire de l'univers politique une immense école maternelle où on tapera sur les doigts ou sur les têtes. Non, il faut peut-être trouver un système qui fasse prendre conscience aux politiques de leur devoir, de leur responsabilité. Pour François Hollande, c'est fait pendant quelque temps. Pour les autres, il faut peut-être... Faut les claquer. Oui, mais souvenez-vous, au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y avait à l'Assemblée nationale des votes à 11h, à minuit, à 1h du matin. Il y avait 5 personnes à quoi ça sert en fait? Soyons Parce clairs. que non, excusez-moi Cécile, ça moi pour avoir suivi dans mes jeunes années de journaliste, j'ai été on m'a filé la clé du champ de tir, c'est-à-dire que j'ai été à l'Assemblée nationale pendant 3 ans et je m'y suis C'était sous la éclaté. 4ème République. Non, mais je m'y suis éclaté parce que la réalité, je relève même pas tellement c'est bête. Je m'y suis complètement éclaté parce que la réalité, c'est que la mécanique parlementaire est passionnante à suivre ainsi que le budget et beaucoup de choses se font quand même en commission. Ils sont très sérieux, les députés en commission. Vous voyez par exemple la commission des affaires sociales, etc. Elle est pleine, elle siège fort tard. Frédéric Dabi. Oui, moi je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un travail qui n'est pas vu, le travail en commission. Il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. La scène parlementaire
une scène peu visible des Français. Elle l'est plus que par le passé depuis 2022, depuis cette majorité relative, depuis ce moment très fort de la réforme des retraites, mais ce n'est pas, comment dire, quelque chose de très visible. Maintenant, c'est vrai que la bordélisation qu'on a vue à l'Assemblée depuis 2022 par les députés LFI a, si je puis dire, aiguisé une mauvaise curiosité sur le mode l'Assemblée, c'est ça. Je vais vous dire aussi, il n'y a pas qu'une Assemblée en France. Il y a le Sénat, où ça travaille énormément, tard, de manière régulière. Donc j'ai envie de défendre de ce point de vue-là les parlementaires. Mais, mais vous avez raison, regardez, mais ce qui est visible par les Français n'est pas très en adéquation, en tout cas avec les attentes. Excusez-moi, l'autre jour, moi j'ai regardé, moi je suis passionné par ça, je suis mordu, j'ai regardé en direct, pas malheureusement sur les chaînes, mais j'ai regardé honnêtement à 3h du matin, il y a la moitié des parlementaires à 4h du matin qui sont là et qui siègent. Il faut pas, si vous voulez, il y a des moments effectivement où c'est creux et c'est clairsemé et les bancs sont clairsemés, mais par exemple pour la fin de l'examen des recettes, je peux vous dire que c'était plein et les mecs en plus de ça ils tweetent pour bien montrer qu'ils y sont. Donc non. Mais je voudrais vous poser une question. On nous avait dit, les députés, on nous avait dit que ce qui pénalisait le présentéisme parlementaire, c'était notamment à l'époque où il y avait le cumul des mandats, qu'on était maire de grande ville, président de conseil départemental. On a supprimé le cumul des mandats et finalement ça n'a pas amélioré les choses, non? C'était pas pour ça qu'on l'a supprimé. Hein. En partie aussi. On l'a supprimé parce qu'il fallait faire respirer la démocratie, parce que le cumul des mandats, c'était impossible. Vous aviez des générations entières de mecs qui étaient sous la coupe d'un type qui pendant 40 ans était président du conseil général, maire, sénateur. Et voilà. J'entends ça, mais on voit l'opinion qui a fait bouger. Quand on pose la question, on l'a posée il n'y a pas très longtemps pour Union Centriste sur le retour au cumul des mandats. C'est un non de la part des Français, pas massif, mais un non à 60%. En 2012, c'était plutôt un non à 80%. Mais quand ponctuellement, dans une ville donnée, je pose une question aux habitants d'une ville qui dit « Votre maire, monsieur X, était par le passé député maire, est-ce que c'était une bonne chose pour votre ville ?» C'est un oui massif. Parce que c'est quand même l'imaginaire du maire qui va défendre la ville à l'échelle nationale, qui va faire avancer les projets, parce que les Français ont conscience de l'enchevêtrement des compétences. Et souvent, le maire... j'ai envie de dire plutôt... Un porte-voix. Et cette fin du cumul des mandats a plus que jamais... je dirais, cimenter l'étanchéité entre sphère politique locale et nationale, et ça, ce n'est pas bon pour la démocratie. Là où je rejoins Françoise et Frédéric, là, c'est le fait que rien ne serait pire que de continuer à cultiver des reproches un petit peu absurdes sur la classe politique. Elle a beaucoup de défauts, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle ne travaille pas. Et derrière tout cela, derrière ce procès, il y a un peu un opprobre choquant, parce qu'il est injuste. Oui, c'est injuste. Pardon, non, je rebondis sur ce que disait François. C'est quand même François Hollande, c'est quand même une tête de proue. C'est quand même quelqu'un qu'on regarde plus que les autres. Donc à un moment donné, quand vous devenez député, vous montrez que vous n'avez pas une échéance prochaine. Aujourd'hui, vous êtes sur la députation, vous êtes là, vous êtes présent, vous votez. C'est une erreur de sa part. Moi, je pense que c'est une faute et il est en train de la corriger parce qu'il s'est rendu compte que c'est bien dommage, Françoise. Non, mais vous avez montré du doigt et c'est un peu leur travail aussi. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais honnêtement, François Hollande est quelqu'un qui de toute façon bosse. De toute façon, vous êtes obligé d'être d'accord avec moi. Non, mais l'image du président feignasse, etc., ça n'existe pas. D'abord, quand vous rentrez à l'Élysée, ça n'existe pas. C'est pas ce que je dis. Hein. Non, mais je sais bien. Mais il y a quelque chose. Il a oublié son objectif, c'est-à-dire qu'il est reparti dans sa gourmandise. C'est un peu comme les gâteaux au chocolat. François Hollande, le PS, c'est comme les gâteaux au chocolat pour lui. Il ne peut pas s'empêcher, se retenir, si vous voulez, d'avoir quelque chose à dire et à se mêler d'un congrès. Là, vous avez un congrès qui arrive où c'est comme François Hollande est comme devant une pâtisserie avec un rideau entier de gâteaux au chocolat. C'était pas 2027. Non, évitez-nous cette torture à 18h48. Écoutez, je vous le dis parce que pour son anniversaire, on lui offre toujours un gâteau au chocolat, c'est son dessert préféré. Je vous dis ça, je dis rien. Donc, il a été dans sa gourmandise et je pense que c'est bien, et là vous avez raison, parce qu'il doit montrer l'exemple, c'est bien qu'il se ressaisisse parce que, effectivement, voilà, c'est tout le champ, comment dirais-je, démocratique qui n'est pas abîmé, mais on ricane un petit peu quand même. Il y aurait pas derrière ça, c'est pas son genre,
avoir une forme d'indifférence, voire de mépris pour ces gens qui ne le valent pas dans l'hémicycle. Pas du tout, parce que moi, tout ce qui me revient vraiment de la réunion de groupe socialiste, mais Frédéric a des échos aussi parce qu'il est très immergé, ce qui me revient de la réunion de groupe, c'est qu'au contraire, François Hollande est extrêmement présent. C'est-à-dire, il pose des questions, il questionne, il aiguillonne aussi. Non. Voilà, il y a quelque chose, il y a eu la promo de son livre. Après, on va pas faire des tonnes et des tonnes sur François Hollande. François Hollande est persuadé qu'il pourra être candidat en 2027 et que ce sera lui le meilleur pour la gauche. Et nous sommes assez nombreux à penser que c'est pas possible, tout simplement. Voilà. C'est les candidatures qui nous le diront, hein, parce que là, pour l'instant, s'il y a que lui, non, ce que je veux dire, que c'est pas possible, que ce serait vraiment une très mauvaise solution pour nous. Vous avez fait un sondage pour François Hollande, candidat en 2027 ? Il a été testé dans une enquête fiduciaire pour le Film Mag et Sud Radio, et il était quasiment au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon, dans l'hypothèse où on avait une offre Mélenchon-Hollande. François Hollande, dans le baromètre Match et Sud Radio, non, il est à 9, c'est ça, il est quand même, c'est l'homme politique français le plus populaire à gauche, auprès des sympathisants de gauche. Et là, il peut remonter ? Personne ne peut le dire, mais en tout cas, il a cette popularité. Mais une popularité, c'est pourquoi faire ? Maintenant, si je dézoome sur notre sujet, le drame pour les Français, c'est pas l'absentéisme, c'est plutôt l'absence de résultats. C'est-à-dire que le politique à l'échelle nationale, comme je vous le disais par rapport à mon livre, ne change plus la vie. Mais le problème, c'est que pour les Français, il y a peut-être un lien, l'absentéisme et l'absence de résultats. Donc, moi, ça commence peut-être par ça. Mon sentiment, quand même, c'est qu'il faut toujours inlassablement défendre. Vous savez, ce pays que j'aime tant, c'est l'Italie. Renzi s'est amusé, il pensait qu'il allait regagner le pouvoir avec son référendum extrêmement populiste. Et les questions, vous vous souvenez, portées sur justement l'absentéisme des députés, est-ce qu'il faut réduire leurs primes, est-ce qu'il faut réduire leur pouvoir, etc. Il était persuadé qu'il allait le gagner, ce référendum. Eh bien, ce référendum-là, les Italiens, comme les Français étant souvent plus intelligents que les gens qui les dirigent, eh bien, il a sèchement été battu, il a quitté le pouvoir sur un référendum de questions populistes. Et Cameron a fait la même chose, il a voulu s'amuser avec le Brexit, opinion populiste. C'est pas populiste, le Brexit, c'est un des référendums. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'il a voulu faire un référendum avec des arguments qui sont extrêmement populistes. D'ailleurs, les Anglais regrettent aujourd'hui d'avoir voté pour le Brexit. Je veux dire par là que les hommes politiques ne s'amusent pas à utiliser ce genre d'arguments qui, à un moment donné, se retournent contre eux. Renzi, Cameron, c'est vraiment deux exemples criants dans les dernières années. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Françoise Degois, merci beaucoup Frédéric Dabi. Et je vous rappelle ce livre, Parlons-nous tous la même langue, aux éditions de l'Aube, Comment les imaginaires transforment la France. C'est un livre qui est coécrit avec Brice Sokol. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, un sujet important puisqu'on va parler de la pêche et la pêche au thon rouge, la souveraineté nationale. Et puis vous avez vu cette enquête, bien entendu, de Bloom, de cette ONG qui nous dit que le mercure sont dans toutes les boîtes de conserve de thon. On va en parler dans quelques instants avec Philippe David et nos invités. Soyez les bienvenus. On revient dans un instant.